Bonjour, bienvenue sur l'Invité, votre émission d'actualité comorienne. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Rafsanjani Mohamed. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorant en droit public à Toulon, diplômé d'Aix-Marseille Université, et vous êtes également chargé d'enseignement en droit. Vous avez publié un ouvrage intitulé La Constitution des Comores, expliqué et commenté article par article. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Tout d'abord, dites-nous pourquoi cet ouvrage? Eh bien, cet ouvrage est né d'un constat, c'est que aux Comores, on parle beaucoup de la Constitution, mais je voulais réserver un peu de parole à l'expert, donc aux juristes, mais dans un objectif de vulgarisation pour le rendre accessible, de manière à ce que chacun puisse se faire sa propre idée et de pouvoir participer au débat en étant informé. Alors, vous voulez vulgariser finalement le droit comorien. Il est peut-être utile de rappeler la Constitution des Comores telle qu'elle résulte des textes de 2001 et de 2009. Quels sont les principes finalement fondamentaux de cette Constitution? Alors cette constitution, effectivement, date du 23 décembre 2001, et c'est une constitution qui instaure une république qui est islamique, donc l'islam étant la religion d'État, qui organise l'État sous sa forme fédérale, un fédéralisme, on le verra un peu spécial, qui instaure un régime qui à l'origine était présidentiel, mais qui aujourd'hui est très difficile à qualifier. Difficile à qualifier, c'est-à-dire? Difficile à qualifier, c'est-à-dire que l'on a d'un côté les caractéristiques d'un régime présidentiel, c'est sûr, mais à la faveur de la révision de 2009, on y a inclus des caractéristiques qui sont d'ordinaire d'un régime parlementaire. Le président a désormais le droit de dissoudre le Parlement, et il a le droit de légiférer par ordonnance, il peut recourir au pouvoir exceptionnel, donc autant de techniques, autant de dispositifs qui sont du régime parlementaire. Et donc on a les caractéristiques de l'un, les caractéristiques de l'autre, mais sans être ni dans l'un ni dans l'autre. Un régime hybride. Un régime hybride pour être plus précis. Plus précis, oui, on dirait qu'il est hybride. Et donc, vous dites que les Comores sont une république islamique. En fait, cela résulte d'une disposition du préambule qui dispose, je sais que vous tenez beaucoup à ce terme, que le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de puiser dans l'islam, religion d'État, l'inspiration permanente des principes et règles qui régissent l'Union. Alors, j'ai envie de commencer par ce sujet parce qu'il fait l'actualité. Est-ce que vous n'estimez pas que l'application qui en est faite aujourd'hui, notamment par le pouvoir actuel, de ce principe de religion d'État est un peu extrapolée? Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'application est extrapolée, tellement extrapolée qu'on fera quasiment la violation même du principe. Puisqu'il faut rappeler que l'islam n'a pas toujours été la religion d'État. En 2001, l'islam était simplement une source d'inspiration. En 2009, on a décidé d'en faire la religion d'État. Mais comme son nom l'indique, c'est la religion de l'État. C'est une religion qui s'applique à la République. Ce n'est pas une religion que la République peut appliquer aux autres. Autrement dit, seuls sont soumis à l'islam la fonction publique, l'État dans sa personnalité morale. Mais le citoyen, le Comorien, est libre de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas venir lui imposer une religion. Malgré cela, on a adopté une loi qui d'ailleurs a un intitulé qui fait frémir, puisque c'est une loi d'harmonisation des pratiques religieuses. Donc déjà, quand on cherche à harmoniser les pratiques dans une société, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, cette loi a été contrôlée par la Cour l'a censurée, entre guillemets, c'est-à-dire elle l'a déclarée conforme, mais elle a dit qu'elle ne peut entrer en vigueur que si on précise que l'islam, c'est la religion d'État, mais dans le respect des droits et des libertés des citoyens. Donc aujourd'hui, on ne devrait pas pouvoir, ni ministre, ni préfet, se fonder sur la religion d'État pour imposer un comportement aux citoyens. On peut l'imposer à l'État, mais pas aux citoyens. Alors, vous venez de faire allusion à la réforme de 2009 en ce qui concerne la modification de la disposition sur la religion. Nous savons que cette loi dite référendaire de 2009 a apporté
plusieurs modifications finalement substantielles, alors que d'apparence, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas eu de véritable réforme. Notamment, il y a un article qui est toujours sujet à polémique. Alors, c'est le fameux article 9 sur le partage des compétences, puisque pour mémoire, dans la première version de 2001, cet article précisait les compétences exclusives ainsi que les compétences partagées, mais la rédaction nouvelle de l'article 9 a tout chamboulé. Alors, expliquez pour le citoyen, parce que aujourd'hui ça fait vraiment débat, expliquez pour le citoyen quelle est la problématique de l'article 9 sur le partage des compétences. Effectivement, c'est un sujet qui est très technique. Le partage des compétences, c'est le nerf de la guerre dans un État fédéral, puisque par définition, il faut que les citoyens comprennent qu'il y a deux ordres. Il y a l'Union et puis il y a les îles autonomes. L'article 9 partage les compétences des uns et des autres. Et le problème de l'article 9, c'est que dans sa version d'origine, c'était quasiment une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on avait des compétences qui étaient réservées à l'Union uniquement. Ensuite, on avait des compétences qui étaient réservées aux îles uniquement. Et entre les deux, on avait des compétences qui étaient partagées. Alors forcément, dans cet espace partagé de compétences, forcément, il y avait conflit, puisqu'on ne savait pas qui faisait quoi, par rapport à quoi et quand ça. Et donc, la révision 2009 a eu pour objectif de simplifier. Il a simplifié désormais, en apparence, c'est-à-dire que désormais, on a une compétence exclusive qui est prévue pour les îles, limitativement énumérée, c'est-à-dire que les îles ne peuvent pas aller au-delà de cette liste, et tout ce qui reste relève de l'Union. Compétence de l'Union. Voilà. Et là, on a inversé la logique, parce que dans un État fédéral, normalement, celui qui devrait être limité dans une liste, c'est l'Union. Et on devrait laisser la compétence générale aux îles. C'est ça qui respecterait leur autonomie. Normalement, les compétences de l'Union devraient être les compétences régaliennes, liées à la monnaie, liées au drapeau, liées à la nationalité, etc. À la défense. En tout cas, aux relations extérieures. Voilà, une liste exhaustive, comme c'était le cas. Et réserver la liste générale, entre guillemets, aux îles. Ce n'a pas été le choix de ce partage de compétences, parce qu'encore une fois, on a sans doute voulu rationaliser le fédéralisme. On se méfie un peu de l'autonomie des îles. Mais ce n'est pas vraiment dans la logique d'un État fédéral. Alors, il y a un autre article qui fait souvent débat. Il s'agit le fameux article 13 sur notamment le principe dit de la tournante. Alors, il a fait beaucoup de débats. Il a même fait l'objet, lors des dernières élections présidentielles, d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Pourquoi y a-t-il autant de remous autour de la question de la tournante ? Alors, par définition, dans chaque constitution, c'est toujours la disposition qui réglemente l'accès au pouvoir qui est la plus polémique. C'est normal. Alors effectivement, cet article 13 sur la présidence tournante, un avis a été demandé à la Cour constitutionnelle bien avant les élections. La Cour s'est déclarée incompétente, à raison, puisque la Cour ne peut pas émettre d'avis. Et la Cour a renvoyé la solution du problème au moment où on le saisira pour la liste électorale. Et c'est à ce moment-là qu'il a donc réglé le problème. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'article 13, c'est compliqué à partir de la révision 2009, en réalité. Puisque à la révision 2009, on a rajouté une phrase qui paraissait d'ailleurs inoffensive, mais c'est cette phrase qui a complètement déréglé l'équilibre de l'article 13. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la révision 2009, comment est-ce qu'on avait compris la tournante ? On avait compris la tournante comme étant chacun son tour à tour, tous les 4 ans à l'époque, et puis après tous les 5 ans. Et on avait compris que tous les 5 ans, c'était le natif d'une île qui devrait gouverner. Et ensuite, en 2009, on a révisé la Constitution et on a précisé, c'est une phrase qui a été rajoutée, qui précise que l'élection primaire sera organisée dans l'île à laquelle échoue la tournante, mais en aucun cas, on ne pourra organiser 2 fois de suite une élection primaire dans la même île. Alors, on pourrait se dire pourquoi préciser ? C'est normal. En réalité, on précise pourquoi. Parce que dans l'esprit de la révision, on voulait faire dire à la Constitution que dans la mesure où on ne peut pas faire 2 fois de suite une élection primaire dans la même île, en réalité, ce qui tourne, c'est que l'élection primaire. Il n'y a que celle-là qui tourne. Une fois que l'élection primaire a tourné, tous les Comoriens doivent pouvoir se présenter. Donc on a 2 lectures.
Est-ce qu'on fait tourner l'origine insulaire ou est-ce qu'on fait tourner uniquement l'élection primaire? Et la réponse qui a été donnée? Et la réponse qui a été donnée par la Cour, c'est de dire, en se référant à la pratique qui a eu lieu jusqu'à maintenant, c'est de dire, finalement, la primaire tourne, mais également l'origine des candidats doit tourner. C'est ce fameux ressortissant des îles qui a été utilisé par la Cour constitutionnelle pour dire que si le tour échoue en Grande Comore, c'est des Grands Comoriens qui doivent se présenter. Si le tour échoue en Anjouan, c'est des Anjouanais qui doivent se présenter. Aujourd'hui, c'est l'état actuel du droit. Mais finalement, du coup, nous créons une identité insulaire. Est-ce que par là, ce n'est pas attiser finalement les sentiments plutôt d'appartenance insulaire, les sentiments de séparatisme aussi, au détriment d'un sentiment d'unité nationale? Alors effectivement, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, on touche là à la limite de la tournante. C'est-à-dire que la tournante a été imaginée à l'époque. C'était une institution de crise. Il fallait régler au plus urgent, donc au séparatisme. Il fallait donner à tout le monde le sentiment de pouvoir accéder au pouvoir. Le problème avec cette tournante, c'est qu'il n'existe pas, en droit positif comorien, il n'existe aucun texte qui nous donne des critères d'application de cette tournante. Autrement dit, on ne sait pas ce que c'est qu'un Grand Comorien, on ne sait pas ce que c'est qu'un Anjouanais, on ne sait pas ce que c'est qu'un Moélien. Donc on veut bien faire tourner, mais il arrivera un moment où on n'aura plus de critères pour l'appliquer. Et lorsqu'on imagine cette histoire de ressortissant du Nil, en fait, en réalité, on déplace le problème. La Cour ne nous dit pas. Alors, il nous explique pour Sambi, il nous dit il n'est pas Grand Comorien. Et il se base sur quels critères? Parce que Sambi a déjà participé à une élection primaire anjouanaise et a été président dans le tour d'Anjouan. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui ne s'est jamais présentée de sa vie? Comment on fait pour cette personne-là pour savoir d'où elle vient? On ne le saura jamais. Donc il y a des parents issus de plusieurs îles différentes. Exactement. Puisque... Voilà. Je prends souvent mon exemple personnel. Je suis marié à ce qu'on appelle communément une Anjouanaise. Et moi, je suis communément ce qu'on appelle un Grand Comorien. Si on a un enfant qui est à Fomboni, et que dans 30-40 ans, cet enfant voudrait se présenter à la magistrature suprême de sa nation, c'est son droit. Sur quels critères objectifs le juge électoral va se baser pour décider à quelle tournante il va pouvoir se présenter? L'origine supposée de son père, de sa mère, son lieu de naissance, on n'a aucun critère. Cette tournante n'est pas applicable en l'état, en réalité. Et que plus on l'applique, et plus on attise cette appartenance insulaire au détriment de l'appartenance nationale. Donc si on comprend bien, finalement, vous faites un procès à charge contre le principe de la tournante. Alors quelles seraient vos préconisations pour l'avenir? Alors, en ce qui concerne cet article 13, cet article 13 pose beaucoup de problèmes, qui n'est pas uniquement sur la précédence tournante. D'abord, c'est une conviction qui est très profonde, qui est pas loin d'être définitive. Il faut supprimer la tournante, ça c'est évident. La remplacer par quoi? Parce que le président actuel nous dit que c'est ce qui a permis la sauvegarde de la nation, c'est ce qui a permis de mettre fin à la crise sécessionniste. Maintenant, est-ce que réellement mettre fin à la tournante ne va pas développer une nouvelle crise séparatiste? Alors effectivement, il y a la forme et le fond. Le fond, effectivement, il faut supprimer cette tournante. Mais on ne peut pas être insensible à la forme. Il y a une manière d'arriver à supprimer cette tournante de manière à ce que ça se fasse dans le consensus. Je rappellerai toujours que cette constitution, y compris ses révisions, en tout cas au moins celle de 2009, est passée par la voie référendaire. Si on doit défaire quelque chose que le peuple a fait, il faut passer par le peuple. C'est lui qui va le défaire. Donc cette forme-là est très importante. Maintenant, dans la justification qui consiste à dire la tournante assure lutte contre le séparatisme, l'autonomie des îles, etc., je ne suis pas très convaincu parce que je n'arrive pas à voir, mon imagination est assez limitée, je n'arrive pas à voir qu'est-ce que la tournante apporte de plus que l'État fédéral n'apporte pas déjà. Puisqu'on était là pour dire à ce que les îles puissent participer à la destinée de la nation, mais pourquoi? Parce qu'ils estimaient que leur de préoccupation n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, avec l'autonomie des îles et l'État fédéral, ils ont le principe de libre administration. Est-ce que l'autonomie des îles est vraiment respectée, puisque la fameuse problématique des conflits de compétences revient encore à la une de l'actualité, alors est-ce qu'on peut véritablement parler d'autonomie des îles? En tout cas, au sens de la Constitution des Comores. Pas exactement. C'est pour ça que la révision de l'article 13 ira forcément de pair avec l'article 9. Si on supprime la tournante, il faudra le compenser par une véritable autonomie, donc un partage de compétences qui donnera aux îles la compétence générale et limiter à l'Union
la compétence, on va dire, exclusive d'attribution. Ensuite, il y aurait quelque chose d'autre à reformer dans cet article 13, c'est quand même le processus électoral, qui est aujourd'hui complètement absurde. On ne peut pas continuer. Alors, si on met de côté l'élection primaire, parce que l'élection primaire pose quand même un déni de démocratie. Pose quand même un problème démocratique. Il pose même un problème constitutionnel. Il est en contradiction même avec notre Constitution. Parce que lorsque la Constitution dit la souveraineté appartient à tout le monde, personne ne peut s'en attribuer l'exercice. Avec l'élection primaire, c'est exactement ce qui se passe. Pendant 10 ans, on va priver une partie du peuple de son droit, soit d'être électeur, soit d'être éligible. Donc on ne peut pas laisser à une partie du territoire, qui est d'ailleurs la partie minoritaire, décider ou en tout cas réduire le choix pour les autres. Donc cette élection primaire, c'est un déni de démocratie évident. Et ensuite, on ne peut pas continuer à conserver 3 candidats. C'est complètement absurde, parce qu'en conservant 3 candidats, si ces 3 candidats doivent se disputer 100%, il y a plus de chances que personne n'ait la majorité absolue. Et on se retrouve dans la situation actuelle d'un président élu sans être le choix de la majorité du peuple. Un président qui est minoritaire. On ne peut pas continuer à avoir un président minoritaire. Donc il faudrait diminuer à 2 et s'assurer que sera élu, non pas celui qui a le plus grand nombre, comme c'est de voix, comme c'est le cas aujourd'hui, mais celui qui est élu par la majorité absolue des Comoriens. Comme ça, on aurait un président majoritaire. Il faudrait régler aussi le problème du renouvellement des mandats. Alors, je suis un partisan de la limitation des mandats, mais c'est le choix qui reviendra aux constituants de décider, mais encore faut-il le clarifier dans l'article 13. Oui, parce qu'il faut expliquer que votre thèse actuelle porte d'ailleurs sur la question du renouvellement des mandats en Afrique. Voilà, je travaille sur la limitation des mandats en Afrique et sur les révisions constitutionnelles. Donc, si on devait résumer, nous avons actuellement un État avec un régime plutôt hybride, même si fortement vous préconisez la fin de la tournante, le retour à un régime présidentiel fort, entre autres, et ainsi que la réforme du mode de scrutin. C'est cela. C'est-à-dire que, alors, l'important c'est de ne pas rester au milieu du gué. Quand on fait une institution, il faut aller jusqu'au bout. Alors, je suis un partisan effectivement du régime présidentiel, de la séparation stricte des pouvoirs, mais je ne suis pas quelqu'un de borné. Je peux concevoir le régime parlementaire, mais dans ce cas-là, il faudra aller au bout du régime parlementaire. Il faut un gouvernement, un véritable gouvernement, parce que je n'arrête pas de le répéter, mais nous n'avons pas un gouvernement au sens juridique du terme aux Comores. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gouvernement au sens collégial, au sens de la responsabilité et au sens de l'existence autonome. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'a pas de chef ? Puisque le chef, c'est le chef de l'État. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'est pas responsable devant le Parlement, puisqu'on ne peut engager que la responsabilité d'un ou plusieurs ministres. Et encore, quand vous engagez la responsabilité d'un ministre, ça ne dure que 6 mois. Après, on peut le renommer. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'a pas de déclaration de politique générale, qui n'engage pas sa responsabilité, qui ne demande pas un vote de confiance? C'est un gouvernement uniquement dans le nom. Mais au sens juridique du terme, ce gouvernement n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un régime présidentiel à la base. Donc si on veut aller dans un régime parlementaire, il faudra aller jusqu'au bout. Créer un vrai gouvernement, un vrai chef, un premier ministre, chancelier, peu importe comment on l'appelle, qui sera le vrai chef du gouvernement, qui sera celui qui détermine la politique de la nation et qui en sera responsable devant le Parlement. Puisque nous parlons de responsabilité, j'ai envie de terminer quand même en posant la question de la Cour constitutionnelle. Alors, elle a été saisie quand même à plusieurs reprises, ce qui montre quand même une vivacité finalement peut-être du droit ou peut-être même de l'institution. À plusieurs reprises, des questions se sont posées sur l'interprétation de la Constitution, puisqu'on s'est posé la question de la durée des mandats électoraux, on s'est posé la question de qui peut se présenter aux élections présidentielles, et on peut citer encore divers autres exemples. Donc, finalement, le rôle de la Cour constitutionnelle aujourd'hui est-il un rôle positif? Qu'en est-il de son avenir aussi? Alors, j'ai un défaut quand il s'agit de la Cour constitutionnelle, c'est que je suis assez naïf et assez indulgent. Je prends souvent la défense de la Cour, je l'assume, et quand je ne peux pas la défendre, je me tais. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs ça se justifie aujourd'hui, c'est que cette Cour constitutionnelle n'a qu'à peu près un peu plus de 13 ans d'existence, elle est très jeune. La justice constitutionnelle aux Comores, ce n'est pas quelque chose de complètement intégré. Et donc, il s'agissait essentiellement de protéger l'institution. Parce que j'estimais qu'à la moindre occasion, on ne raterait pas justement l'occasion de la neutraliser. Parce que cette cour, ce juge qui prétend contrôler le pouvoir et l'exercice du pouvoir, il est évident qu'il ne peut pas se faire que des amis.
Et aujourd'hui, on observe effectivement sa neutralisation ou en tout cas l'absence de son renouvellement. La Cour intervient beaucoup, c'est vrai, mais c'est parce que effectivement nous avons une constitution qui n'est pas toujours très claire dans ses dispositions. La Cour constitutionnelle est là pour l'interpréter. Pourquoi pas, il n'y a aucun problème pour cela, encore faudrait-il qu'on respecte ces interprétations. La Cour constitutionnelle a dû, et ça c'est tout son honneur, a dû composer avec l'absence à l'époque d'une Cour suprême qui était opératoire, et donc c'est reconnu quelques compétences qui normalement relèveraient de la Cour suprême qui existe désormais, et que donc la Cour constitutionnelle devrait aujourd'hui en tout cas adopter une position qui serait de limiter sa compétence pour respecter celle des autres. Alors dans un esprit toujours pédagogique, peut-être expliquer que la Cour suprême aujourd'hui a compétence pour finalement être une Cour des comptes, être aussi un Conseil d'État, tandis que la Cour constitutionnelle, elle, de son côté, est finalement le juge et le garant de la Constitution. Exactement. C'est-à-dire que, contrairement à une idée qui est répandue, tous les juges aux Comores sont des juges constitutionnels. Ils peuvent faire respecter la Constitution. La Cour constitutionnelle a une compétence qui est ce qu'on appelle une compétence d'attribution, c'est-à-dire qu'il est visé dans certains domaines, il ne peut pas aller au-delà. 4 domaines essentiels. Il juge la constitutionnalité des lois, mais uniquement des lois. Il n'a pas à juger les décrets, les arrêtés, etc. Il juge les lois. Il est juge des conflits de compétences. Quand il y a un problème de compétences, comme c'est ce qui est arrivé avec le vice-président, c'est lui qui juge. Alors, quand il est juge des conflits de compétences, il peut juger autre chose que la loi. Il n'y a aucun problème. Il est juge électoral, ce qui est normal. Et puis, il est surtout, on l'oublie souvent, le garant des droits et des libertés. Donc, il a 4 domaines. Au-delà de ce domaine, ce sont les autres juges qui interviennent. Aujourd'hui, si vous avez par exemple le décret du vice-président qui vous pose problème, vous faites un recours devant la Cour suprême. Pas besoin de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas juge de ce décret. Vous saisissez la Cour suprême et la Cour suprême vous dira le droit. Il est juge constitutionnel aussi. Donc il faudrait qu'on arrive effectivement à vulgariser en tout cas les compétences de chacun pour qu'on favorise l'accès au juge. Parce qu'il n'y a qu'avec l'accès au juge qu'on réglera les problèmes, en tout cas de droit. Peut-être davantage communiquer et expliquer les fonctions de la Cour suprême qui donc, par exemple, et nous en discutions récemment, peut rendre un rapport en se constituant comme étant une Cour des comptes et on ne sait pas encore suffisamment, du moins le citoyen ne sait pas qu'il peut aussi avoir différents recours qui sont à sa portée. Effectivement, il y a la Cour suprême qui est au-dessus de l'ordre judiciaire et administratif est un juge qui est très puissant et qui peut agir sur la vie quotidienne des Comoriens, mais on n'a pas connaissance de ses compétences, ce qui est dommage. Par exemple, il y a un juge qui est méconnu aux Comores, qui est le juge de l'excès de pouvoir. Celui-là, vous n'avez pas besoin d'aller devant la Cour suprême, devant le tribunal de première instance. Vous avez un juge de l'excès de pouvoir. Dès que vous avez un arrêté, un circulaire, un décret, tout acte qui émane d'une autorité publique, et qui vous porte grief, vous n'avez pas besoin d'attendre la Cour constitutionnelle. Vous allez devant un juge administratif et vous dites que ce décret doit être annulé, cet arrêté doit l'être, parce qu'il porte atteinte à mes droits et à mes libertés. Donc il y a un juge disponible dès la première instance et expliquer que la Cour suprême est finalement le dernier recours. Exactement. Comme en France pour le Conseil d'État. Même s'il a des contentieux auxquels il intervient en premier et en dernier ressort. Vous ne pouvez pas, par exemple, attaquer un décret du président devant le juge de première instance. Un décret du président, c'est directement devant la Cour suprême. Vous y avez accès, vous y allez, vous contestez. Pour terminer, si on devait résumer ces constitutions des Comores en une seule phrase, quelle serait cette phrase ? Alors, je dirais que c'est une constitution, c'est une question de crise. Elle a été imaginée pour régler le problème séparatiste. Ce n'est pas une constitution de projet. On n'a pas imaginé un projet à long terme. Chaque article, chaque alinéa, chaque paragraphe de cette constitution a été imaginé pour régler une crise, pour régler un cas particulier. Et donc, l'avenir devrait nous conduire à en faire une constitution de projet. Donc le défi à relever, puisque nous sommes actuellement en pleine période dite autour des assises, ce serait de proposer un projet de société. Un projet de société qui sera repris dans la Constitution, puisque c'est notre pacte social. Et je pense que la conclusion est ainsi toute trouvée. Merci d'avoir répondu à nos questions, Rafsan Jani Mohamed, et nous vous souhaitons pleinement de réussite pour votre thèse de doctorat et en espérant vous rejoindre bientôt pour votre prochain ouvrage. Comment pourrait-il s'intituler ? On va rester dans la même logique, ce serait les arrêts de la Cour constitutionnelle, expliquer comment les grands arrêts.
Nous avons hâte de découvrir ce futur ouvrage. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt sur Comore TV International. Un clic pour voir la différence.